toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir le public. Vous êtes incroyables, merci beaucoup, bonsoir. Incroyable, très heureux de vous accueillir. Bonsoir à vous, bonsoir sur Twitch, bonsoir le chat, bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir si vous nous écoutez aussi en podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Backseat. Comme chaque jeudi sur Twitch, on va parler de politique les amis. Mais avant ça, on va commencer en douceur et en profondeur aussi quand même avec un Before de Backseat. Le Before de Backseat, c'est le début de l'émission, c'est l'occasion pour nous de vous présenter soit des partenaires, soit des organisations, des associations, des initiatives dont on a envie de vous parler. Et cette semaine, on voulait justement vous parler d'un sujet qui s'est passé en mars dernier, qui n'a pas été très bien compris pendant que nous on avait la tête dans la réforme des retraites. Il y a eu une forte mobilisation de marins-pêcheurs à l'occasion de débats au niveau européen. Et pour en parler ce soir, on a de très belles personnes qui sont avec nous, notamment sur le plateau. On est avec Claire Nouvian. Bonsoir Claire. Claire, tu es la fondatrice et la directrice d'une association qui s'appelle Bloom et qui est spécialisée dans la protection des océans. C'est ça ? Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est aussi en visio avec deux très belles personnes qui, j'espère qu'elles m'entendent. On est avec Charles Brenne. Charles, président de l'association Pleine Mer, une association de pêche artisanale, et qui est en ligne depuis Brest. Est-ce que tu m'entends, Charles ? Oui, je t'entends très bien. Super. Mais écoute Charles, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Charles, je vais avoir besoin de tes éclaircissements tout à l'heure. Et on est aussi avec Teddy. Teddy, de ton côté, tu es marin-pêcheur. Tu es en ligne depuis ton bateau à Cherbourg. Et on peut te retrouver notamment sur TikTok. C'est toi, le pêcheur du 50 sur TikTok. Ouais. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci à vous trois d'être avec nous ce soir sur le plateau de Backseat. Clairement, moi, je suis parisien, je suis sympa au demeurant, mais je suis assez éloigné des sujets autour de la pêche. Je ne comprends pas grand-chose à comment ça fonctionne, mais j'ai vu, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes, une grosse mobilisation en mars dernier autour d'enjeux, autour de l'autorisation ou la non-interdiction, je n'ai pas très bien compris, de la pêche dans des zones protégées. Charles, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier ? C'est quoi cette crise de la pêche dont parle ton association ? Alors, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte qui ont un peu déclenché la crise. Donc, premièrement, ce que tu viens de dire, donc une communication de la Commission européenne qui parle d'une future potentielle interdiction en 2030 des chaluts et des dragues, donc des engins traînants, dans les aires marines protégées. Mais c'est une communication, c'est pas du tout une réglementation ou une loi qui sera d'office appliquée dans les États membres. Et à côté de ça, on a un secrétaire d'État en France qui a mis un peu le feu aux poudres en évoquant que ça pourrait être clairement le souhait de la Commission et l'application directe. Deuxième élément, il y a eu un jugement du Conseil d'État suite aux captures accidentelles notamment de dauphins tous les hivers en golfe de Gascogne, ouais. qui va contraindre l'État français à fermer des zones de pêche 4 mois dans l'année à partir de cette année pour éviter ces captures. Pour protéger les dauphins. Voilà. Donc ça fait deux nouvelles coups sur coup qui ont été mal perçus par les marins-pêcheurs. On peut le comprendre, c'est ça ? C'est exactement ça, sauf que c'est pour moi juste en fait l'étincelle. La crise, elle est bien plus profonde, c'est ce qu'on explique dans l'assaut et c'est ce qu'on entend nous sur les quais. C'est historique en fait. C'est on va être très simple. En gros, c'est pas comme l'agriculture, la pêche. On se partage tous le même champ. Et ça fait 30 ans qu'on sait qu'il n'y a pas plus de poissons à pêcher que ce qu'on a pêché en 92 ou 93. Donc on a un gâteau restreint et il faut qu'on le partage. Et en fait, les règles du jeu, elles ont été un peu biaisées, notamment en Europe et en France, où majoritairement, on a fait le choix pour les Français de méthodes de pêche après-guerre qui sont très performantes en volume, mais qui sont très gourmandes en énergie, peu pourvoyeuses d'emploi au regard de ce qu'elles capturent, et qui a un gros impact parce que c'est notamment les chaluts de fond qui vont capturer ce qu'ils veulent pêcher, mais pas que, qui vont avoir une qualité moyenne en poisson, donc un prix de vente moyen, et des impacts sur les habitats. Et en fait, mécaniquement, il y a eu des problèmes de surpêche. Vous avez tous entendu parler des quotas notamment. Donc les quotas, c'est un aveu d'échec. C'est qu'on a trop pêché, on a eu trop de moyens en mer pour pêcher des espèces qui vont mal, donc on a mis des limites de capture. Et le drame, c'est que à la fois les quotas et les droits de pêche, le droit d'accès, si tu veux, ont été dans les mains au fur et à mesure de l'histoire de moins en moins de bateaux. Donc c'est plutôt des gros bateaux très capitalisés qui ont capturé ces droits et ces quotas. Et ce qui fait que la plupart de la petite pêche pour beaucoup d'espèces se retrouve sur le bord de la touche
Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de ports vides de petits bateaux. Oui, c'est ça, c'est parce que toi, donc l'association Pleine Mer, vous êtes une association qui défend la pêche artisanale, la petite pêche, par opposition à ces énormes bateaux qui pêchent beaucoup très loin. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est caricatural ce Ouais, que je dis? non, c'est pas, en fait, on essaie de faire le trait d'union entre le travail que fait Claire notamment, les assos environnementales, et le monde de la pêche, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit vertueux. Alors, majoritairement, j'ai pas encore beaucoup vu de grandes pêches positives, mais sur le papier, ça peut marcher. Et il y a des espèces qui sont uniquement lointaines, donc on pourrait imaginer des bateaux écolos et pourvoyeurs d'emploi et confortables qui iraient pêcher au large. Aujourd'hui, je les connais pas. Donc on n'est pas, c'est pas les petits contre les gros, mais aujourd'hui c'est les petits, les victimes en tout cas de Ok. la politique générale qui est menée en Europe et en France. Claire, votre association Bloom, je me souviens qu'elle avait été particulièrement célèbre au moment de votre combat au niveau européen contre la pêche dans les grands fonds, avec une célèbre BD de Pénélope Bagieux qui avait beaucoup fait parler de vous. Vous avez continué le combat, l'association Bloom, et là en l'occurrence c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisé. Votre association souhaite l'interdiction de pêcher dans certaines zones pour protéger les écosystèmes marins, c'est ça? Oui, en fait, ce que disait Charles très bien, il faut bien se représenter qu'aujourd'hui, on pêche partout, partout, tout le temps, et avec des bulldozers. Voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les chaluts, c'est quand même des engins qui raclent le fond, qui attrapent tout et n'importe quoi. On fait le tri à bord du bateau et on rejette par-dessus bord ce qu'on n'a pas envie de garder et ce qui ne se commercialise pas. D'accord. Donc aujourd'hui, par exemple, les chaluts attrapent 40% de poissons juvéniles qui n'ont pas pu se reproduire. Donc c'est un gâchis, un massacre permanent. Et d'autres méthodes de pêche, par exemple, même dans les pêches tonnières, aujourd'hui, quand vous achetez du thon en conserve, quand vous allez manger des sushis, parce que je suis sûre que les gens mangent des sushis. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Eh bien, le thon est souvent du thon qui a été pêché en Afrique. C'est un pillage des eaux africaines Ok, d'accord. avec un Je savais pas du tout. massacre que vous ne pouvez pas vous représenter de centaines de requins, de tortues, de dauphins, de raies, etc. En fait, quand on regarde son assiette, maintenant, moi, c'est mon prisme. C'est que je sais tellement à quel point le coût environnemental, le coût en vie marine associé à un morceau de poisson dans mon assiette, il est tel que je ne peux acheter que de la pêche artisanale si elle est vertueuse. Et donc, en effet, typiquement, ce dont parlait Charles, c'est-à-dire quand même des pêcheurs qui font de la pêche sélective et qu'ils attrapent des choses Pas qui peuvent... n'importe, pas tout. Et s'ils n'en veulent pas, c'est encore vivant, ils peuvent le renvoyer par-dessus bord sans que ce soit des énormes bouillies qui reviennent dans des filets de pêche. C'est n'importe quoi ce qu'on fait. L'océan, c'est quand même c'est un espace sauvage. La pêche, c'est une activité de cueillette. C'est une activité de cueillette. D'ailleurs, c'est la seule activité de cueillette qui se passe au niveau mondial à échelle industrielle. À part ça, on fait quoi? On va attraper quelques murs et on ramasse quelques champignons. Mais il n'y a pas d'activité de cueillette qui soit structurée sur justement une immobilisation capitalistique aussi forte. Et on détruit l'océan aujourd'hui. Il faut bien se dire une chose, c'est que la première cause de destruction de l'océan aujourd'hui, c'est la pêche industrielle au niveau mondial. D'accord. Et la première cause de destruction, c'est la pêche industrielle et ça se fait avec nos impôts. Parce que la plupart des flottes industrielles ne sont pas rentables et ne seraient pas rentables. Et elles seraient même déficitaires sans des subventions publiques. Donc en fait, le modèle ne marche pas du tout. Ça marche simplement pour du gros volume pas cher, comme disait Charles, et en général pour la grande distribution. C'est pour avoir des chaînes industrielles. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Est-ce qu'on choisit de manger du poisson? Oui. Si c'est un choix, ça veut dire qu'on peut peut-être ne pas en manger. Et si on décide d'en manger, alors il faut que ça contribue à maintenir des emplois sur le littoral. Il faut que ce soit des emplois vertueux. Et aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand Charles parlait des quotas, en fait, les petits métiers, ils récupèrent rien, mais c'est la portion congrue des quotas. Je crois que c'est 4%, Charles pourra me contredire, mais c'est 4% des quotas. Donc en gros, on donne la possibilité de pêche à ceux qui détruisent l'océan. Donc vraiment, nous, on les appelle des destructeurs de l'océan. C'est le seul terme qui soit convenable. Teddy, on parle de petite pêche, de pêche artisanale. Toi, tu t'es installé il y a 2 ans seulement à Cherbourg. C'est quoi ton activité à toi, justement? T'as quel type de bateau? Tu pêches quoi? Ça ressemble à quoi dans l'écosystème? Encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Ouais, moi c'est un petit bateau en alu, le bateau fait 1 mètre, je travaille tout seul. Et principalement, moi c'est crustacés au calier. Ok, d'accord, c'est la pêche au casier. Donc, en fait, je pêche homard, araignées et tourteaux, principalement. Et j'y vais tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend des saisons. Et de toute façon, tout ce qui est trop petit, tout ça, ça repart à l'eau, c'est vivant. À côté, je fais un peu de filet aussi, pêcher un peu de poisson selon les périodes. Ouais.
comme début d'année, quoi, février, mars, on essaie de viser un peu l'arrêt. Mais c'est des filets qui sont 2-3 jours à l'eau. Bah, moi, je les laisse 2-3 jours à l'eau. On remonte, le poisson, il est vivant. Si c'est trop petit, ça repart à l'eau. C'est vivant, quoi. Ouais, d'accord, ok. Charles en parlait tout à l'heure, il y a aussi la question de la crise de l'énergie. On se doute que faire le plein du bateau, ça coûte de plus en plus cher et que du coup, ça a un impact sur l'écosystème économique de la pêche et que ça peut expliquer en partie aussi cette crise de la pêche, Charles? Clairement, il y a les deux bouts du problème. Tu as évoqué le prix du carburant, mais tu as l'autre côté de la chaîne qui est le prix de vente. Ouais. Et donc, en gros, comme historiquement, donc je parlais du choix majoritaire, hein, pas du tout le choix qu'a fait Ted ou ce que j'ai fait moi ou d'autres, les chaluts, eux, ils ont misé sur le volume. Parce qu'en gros, c'est un gros tracteur, comme a dit Claire, avec un gros moteur qui a besoin de beaucoup d'énergie pour aller pêcher du poisson qui est de bien moins bonne qualité que ce que pêche Ted ou ce que j'ai pêché, parce que le poisson n'est majoritairement pas vivant, souvent un peu écrasé, c'est souvent des grandes marées longues, et donc ils ont des prix très faibles. En plus, il y a un problème qui est le rallongement de la filière, et notamment les enchères inversées en criée. Donc c'est assez dingue à la pêche, c'est un des seuls métiers où on ne choisit pas du tout son prix de vente, un peu comme pour le lait ou pour le porc. Ouais. En gros, c'est les acheteurs qui décident, et généralement, c'est plutôt à la baisse. Donc en gros, on a une équation qui est hyper compliquée. Et on a fait historiquement, c'est plutôt les politiques qui ont poussé les pros, notamment en France, à acheter ces chalutiers qui sont ultra gourmands en énergie. Et Claire l'a dit, par exemple, à la pêche, c'est le seul métier où on est 100% détaxé sur le carburant. C'est-à-dire qu'on ne paye ni TVA ni TICPE, c'est-à-dire qu'on paye vraiment le gasoil hors taxe à 100%. C'est le seul métier qui a ça. Et malgré ça, les équilibres économiques de certains bateaux, notamment les chalutiers qui ont du mal à faire de la qualité et qui consomment énormément de gasoil, se retrouvent en ce moment dans des conditions extrêmement précaires. À la fois parce qu'il y a une surpêche, donc il y a parfois des espèces qui manquent ou pas en quantité suffisante. Et de l'autre côté de la chaîne, un prix qui n'est pas dingue, ce qui fait que l'équilibre, il n'est pas tenable. Donc en gros, il n'y a pas d'avenir à ces bateaux ultra gourmands en énergie. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on les accompagne à pêcher autrement et à valoriser beaucoup mieux, en pêchant chacun un peu moins pour qu'il y ait plus de bateaux et plus de marins à bord, quoi. Ted, tu peux nous donner des indications. On parlait tout à l'heure de quotas. Comment ça fonctionne pour toi réglementairement? C'est-à-dire que tu as un nombre maximum de casiers que tu peux mettre au fond de l'eau, tu as un poids maximum de poissons que tu peux vendre. Comment ça fonctionne de ce point de vue-là? Moi, je suis en petite pêche comme ça, au niveau casier, on est limité en nombre de matériel. Ouais, Moi, je suis tout seul, j'ai le droit de travailler 200 casiers maximum, ok. avec la moitié. Casier homard, on travaille avec des casiers pièges. Ouais, Donc, j'ai le droit à la moitié de casier piège, moitié classique. Et après, en niveau poisson, il y a des quotas sur certaines espèces, comme l'arrêt. Cette année, on était arrivé sur l'arrêt brunette. J'avais le droit à 4 tonnes par mois. ouais. Niveau du bar, je suis limité à 1,6 tonne par an. Et je suppose que ces quotas de pêche autorisés n'ont absolument rien à voir avec le prix du carburant que tu payes. Donc il peut y avoir des mois où tu te retrouves dans la merde ou pas particulièrement? Cette année, ça va encore. Après, l'essence est... moi, je tourne à l'essence. Par rapport au gasoil, elle est beaucoup plus chère. Après, je m'y retrouve quand même, quoi. J'arrive à m'y retrouver cette année. Ok. Ça aurait été ça l'année dernière, ça aurait été la cata, quoi. Ouais, d'accord, ok. Claire, le débat cette année, cette fameuse crise en mars dernier, elle s'est focalisée autour de la question des aires marines protégées, les AMP. C'est quoi les AMP? C'est des zones géographiques dans lesquelles la Commission européenne voulait interdire à terme de pêcher? Les aires marines protégées, si on demande au public, c'est quoi? Ça doit être une zone qui est protégée. Voilà. Donc là, au moins, jusque-là, je l'ai, à peu ouais. près, jusque-là, ça devrait être comme ça. Et bien en France, c'est génial, vive la France. On a mis des zones comme ça. Emmanuel Macron a même dit à Brest, avant l'élection présidentielle, vous vous souvenez, il avait fait un événement qui s'appelait le One Ocean Summit. Ouais, je m'en souviens. Ouais, à Brest. Et là, il disait la France championne de la protection maritime mondiale. On protège plus de 30% de nos eaux. Et en fait, le CNRS a fait une quantification. Et on protège, c'est-à-dire on interdit les méthodes de pêche industrielles, les extractions industrielles, les installations industrielles dans seulement 0,005% de la Manche et de l'Atlantique.
Et en Méditerranée, Ah ouais, on est à d'accord. 0,094%. Donc, on ne protège rien. Mais par contre, on appelle protéger les trucs qui sont absolument pas protégés. Donc, en fait, personne n'y comprend rien. Donc, les pêcheurs, ils disent que c'est quoi? Il y a des zones qu'on appelle des zones Natura 2000. Les zones Natura 2000, c'est des zones où il y a des objectifs de protection sur certaines espèces. Ce qui veut dire que par moment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pas le droit de mettre son filet pendant 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. C'est pas ça une aire marine protégée. Au sens international, c'est un endroit où on interdit les extractions et les méthodes de pêche destructrices industrielles. C'est hyper clair. L'Union internationale pour la conservation de la nature a tout clarifié, donc il suffit d'appliquer. Et comme depuis 1992, en France, on a un truc qui s'appelle la directive, et c'est au niveau européen, une directive Habitat, qui est supposée protéger les habitats. Et les habitats sous-marins, parce que sous l'eau, il y avait des forêts animales, avant qu'on fasse passer des chaluts en permanence. Et sur Terre, on a des forêts végétales, sous l'eau, ce sont des forêts animales. Eh bien, on a tout ratiboisé, donc on a une directive Habitat pour restaurer les habitats. Depuis 1992, on devrait avoir interdit les chaluts, les dragues, les engins vraiment traînants qui sont tractés sur les fonds marins. Et on ne l'a pas fait. Et donc, la Commission européenne a juste dit « rappel, on est encore un peu sympa. Ça fait 30 ans qu'on attend que vous protégiez les habitats. Comme vous ne le faites pas, on vous rappelle qu'il faudrait le faire. » Et Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la à la mer, en a profité pour se faire connaître du grand public en faisant passer ce papier de la Commission européenne qui n'est pas une proposition de loi, qui est un rappel à la loi, mais qui n'est pas une proposition d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées. Il a fait passer ça pour une menace imminente et il a dit la pêche française est menacée de mort. Pas demain, pas dans... Tout de suite maintenant, en gros. Il a dit pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, c'est demain que vous allez mourir. Donc évidemment, même les caseilleurs, par exemple. Les caseilleurs, donc comme Ted ou Teddy, parce qu'il y a marqué Teddy sur son t-shirt. Attends, c'est Ted ou Teddy? C'est les deux. Ted ou Teddy. Eh bien, un caseilleur qui serait typiquement la pêche artisanale aurait le droit d'aller dans les aires marines protégées si on avait des aires marines protégées en France. Eh bien, quelqu'un comme lui a pu penser, avec les propos du secrétaire d'État, qu'il n'allait plus le droit de pêcher nulle part. Alors en fait, c'est pas ce que dit la Commission européenne. Et pas du tout, parce qu'en fait, les aires marines protégées, il y a quelques endroits où on les met sous cloche. En fait, vraiment, on arrête de pêcher. Il n'y a aucune activité humaine. Mais dans la plupart des aires marines protégées, on peut faire de la pêche artisanale, c'est-à-dire de la ligne, du casier, ce qu'on appelle les méthodes de pêche douces, en fait. C'est des arts dormants, c'est-à-dire des méthodes de pêche qui sont compatibles avec une préservation de l'environnement. Y compris dans des AMP. Et oui, en fait, les aires marines protégées, si on en avait, ce serait le meilleur moyen de protéger la petite pêche artisanale contre la concurrence directe avec les énormes industriels. Parce que, pour rappel, l'hiver, en effet, je lis des tas de... Le chat, le chat. Et je vois, en fait, il faut rappeler, en effet, qu'il y a des bateaux néerlandais, par exemple, des chalutiers qui viennent attraper des poissons sur les côtes françaises, mais qui font... Donc là, quand on parle de pêche artisanale, c'est des bateaux qui font faire moins de 12 mètres. Eh bien, ils se retrouvent dans les mêmes zones maritimes que des bateaux qui font jusqu'à 140 mètres. Ah ouais. Et ça vient jusqu'à nos côtes. Vous pouvez les voir de la plage dans le nord de la France. C'est ça ce que la France permet. Et la France pourrait agir contre ça. Et ce n'est pas le choix qu'on fait. Parce qu'on a un gouvernement qui est gravissime anti-écologique. Alors, je suis désolée, je vais me lâcher si on parle politique. Non, attends, on va y arriver, mais juste avant, parce que tu en as parlé, je voudrais qu'on regarde ensemble l'extrait d'Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui s'exprimait en avril dernier, c'était au Sénat, et qui répondait à des questions justement sur le sujet de cette initiative de la Commission. Cette proposition de la Commission européenne d'interdire tout engin de fond dans les aires marines protégées a été évoquée il y a quelques semaines à Bruxelles. Je le dis très clairement, ça a été rappelé par la Première ministre au Salon de l'Agriculture, par le Président de la République au Salon de l'Agriculture et par moi-même il y a de cela 2 semaines au Calvados. La France, le gouvernement, est totalement opposé à cette communication et à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. Totalement, clairement et fermement. Moi, effectivement, j'entends ça. J'y connais pas grand-chose. Je me dis, il y a des encostardés à Bruxelles qui veulent emmerder les artisans comme Ted. Il est vachement bien, mon gouvernement. Il protège les marins-pêcheurs qui sont déjà dans la galère. Eh bien oui, c'est pour ça que c'est gravissime. Le secrétaire d'État a un rapport à la vérité qui est ultra souple. Je sais vraiment, c'est une espèce de rapport d'ailleurs à l'éthique de la parole politique qui est totalement décontractée, on peut même dire défiltrée. Et il dit n'importe quoi. Alors, il dit n'importe quoi toute la sainte journée. Et il ment comme un arracheur de dents. Donc, il a menti 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mais attends. Jusqu'à ce que le secteur prenne feu.
Et après, il dit, les amis, je suis votre sauveur, je vais aller à Attends, j'ai pas Bruxelles. l'impression que c'est lui qui a fait prendre le feu, parce qu'en fait, ce débat, moi j'ai l'impression qu'on est en train de revivre un petit peu ce qu'on a vécu avec les néonicotinoïdes ou avec certains pesticides. C'est-à-dire que tu as des filières professionnelles qui sont en galère, il y a des problèmes, il y a l'augmentation du prix du gasoil d'un côté, il y a la baisse du prix de vente, comme nous l'a expliqué Charles tout à l'heure, et en plus de ça, il y a des normes qui viennent au niveau européen et qui risquent de tuer des métiers. On peut comprendre que le gouvernement essaie de trouver un juste milieu ou défendre l'intérêt aussi des gens qui bossent. Oui, c'est pour ça, quand tu l'écoutes, tu te dis, il essaie de faire ça. D'ailleurs, il est malin. Et il fait que parler. Il était député Non, avant. et il est-ce sait qu'il parler. ne le fait pas, par ailleurs? Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que en fait, typiquement, ce qu'il devrait faire, s'il voulait vraiment protéger d'abord les pêcheurs artisans, il ferait des vraies aires marines protégées où seuls les pêcheurs artisans auraient le droit de pêcher et non D'accord. pas la pêche industrielle. Deux, le même individu, quand on s'est battu contre une méthode de pêche qui s'appelle la seine démersale, c'est une forme de chalut, mais ultra sophistiquée, qui permet de pêcher encore plus rapidement qu'un chalut traditionnel. C'est développé par les Néerlandais. Après la pêche électrique, vous savez, on avait, Ouais, je je sais pas si tu sais, te ouais. souviens, mais on avait gagné contre la pêche électrique après une campagne hallucinante. Voilà, les Néerlandais sont toujours dans une espèce d'escalade technologique à la performance. Eh bien, ils ont développé la seine démersale. 98% des pêcheurs français qu'on avait sondés dans les Hauts-de-France et en Normandie voulaient l'interdiction de cette méthode de pêche qui dévaste l'océan et qui laisse derrière les seineurs un océan, il y a un désert, il n'y a plus rien désert, à ouais. pêcher. Eh bien, les pêcheurs artisans et les pêcheurs français voulaient l'interdiction de la seine démersale. Hervé Berville a trahi les pêcheurs quand l'interdiction était là, sur la table, à Bruxelles. Il suffisait d'adopter. La France s'est battue contre ça. Donc, il a défendu les énormes industriels D'accord. néerlandais plutôt que les Français. Donc, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, vous n'en avez pas marre, vous, de la politique, ces menteurs. Moi, Non, ils me on n'en a pas fatiguent. marre. On fait même des émissions sur Twitch pour en parler. Ted, je me tourne vers toi. Moi, quand j'entends ça, encore une fois, hein, je découvre un petit peu. J'aimerais bien que tu me dises quel est l'état d'esprit dans les ports, à Cherbourg, par exemple, chez toi, pour les marins-pêcheurs. L'avenir est quoi? Il est rassurant? Vous avez peur d'avoir des nouvelles normes? Vous avez peur de ces gros bateaux qui viennent tout rafler? C'est quoi dans quel état d'esprit t'es, toi, aujourd'hui? Ah ouais, moi perso, j'ai peur. J'ai peur pour la suite. Après, on avance comme ça parce que on n'a pas trop le choix, mais quand on voit les bateaux de 140 mètres qui sont là-haut, devant Boulogne, tout ça, les engins qui traînent derrière eux, c'est impressionnant. Enfin, tu passes derrière, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Et on s'en rend bien compte en baie de Seine. Avant d'acheter le bateau, je travaillais en baie de Seine sur un petit chalutier. Niveau macro, poisson entre deux eaux, quoi, macro, merlan, tout ça, on voit bien, hein, les quantités, ça a clairement diminué, quoi. Et après, nous, niveau crustacés, on n'est pas impacté parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais on pense aux collègues aussi, il y a des bateaux, je vois des bateaux qui sont là, qui font la coquille l'hiver, qui normalement travaillent le chalut l'été, il n'y a plus un poisson à pêcher, et les gars, ils sont obligés de se diversifier, quoi. Ouais. C'est ça le problème. D'accord, ok. Ouais, non, je comprends. Ça fait peur à tout le monde, franchement. Après, on essaye de pas le montrer, mais dans le fond, on a peur. Charles, j'ai l'impression que contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire aussi, il n'y a pas d'opposition fondamentale du coup entre les opérateurs du secteur comme les artisans pêcheurs et les militants écologistes comme Claire Nouvian. Ça pourrait être une facilité éditoriale que de dire les marins pêcheurs qui veulent défendre leurs emplois avec Claire Nouvian. Je t'ai vu dodeliner de la tête, il va falloir que tu m'expliques, Charles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous les AMP? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, mais ce qui est hyper compliqué, c'est que le discours de Ted, il est certainement majoritaire en nombre sur les quais, mais comme l'a expliqué Claire pour la scène démersale, les représentants de la pêche en France et certains leaders autoproclamés, notamment de la grève, sont pas du tout dans cet esprit-là, quoi. Eux, ils sont anti-écolo de base, faut rien changer, faut rien bouger. Et Berville, comme tous ses prédécesseurs, en fait, a qu'une ambition, c'est que rien ne bouge jusqu'à qu'il ait un nouveau poste un peu plus sympa. Parce que la pêche, c'est un truc casse-gueule, quoi. Donc en fait, la convergence des luttes, si je comprends bien ce que tu disais, Oui, vas-y. elle existe en partie. Et notamment, il y a des choses qui sont déjà là et qui sont juste pas appliquées. Là, on entendait peut-être parler notamment du maquereau en Manche. Le maquereau, l'ultra-majorité du quota français, elle est détenue par des bateaux qui font ce que décrivait là, des bateaux de 140 mètres ou 100 mètres qui surgèlent à bord et qui expédient ça en plus à l'autre bout de la Terre. En gros, il y a un article de la politique commune de la pêche, donc l'équivalent de la PAC, mais pour la pêche, qui est l'article 17. On s'est battu avec Claire et d'autres, notamment pour qu'il soit inscrit en 2014, et qui dit que chaque État membre doit
mettre des critères objectifs, écolo, social et économiques pour la distribution des droits et des quotas. Et en gros, la France ne le fait pas du tout. La France, elle se base sur les antériorités. Donc, en gros, c'est plus tu as pêché avant, plus tu pêcheras demain. Et en gros, déjà, si on appliquait ça, qu'on favorisait des techniques sélectives qui valorisent, donc qui ont un meilleur prix, qui génèrent plus d'emplois, parce que, comme je l'ai dit au début, la ressource, elle n'est pas extensible. Donc, il faut favoriser les méthodes qui génèrent plus d'emplois. Et ben, on aurait déjà quelque chose de bien, quoi. Et moi, ça fait 15 ans que j'essaye de faire cette convergence des luttes. Ça m'a coûté pas mal d'ennuis, pas mal de problèmes, et c'est très dur parce que c'est une profession où, en gros, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la coupe. Enfin, c'est une image, mais il y a beaucoup de pression, il y a une omerta assez forte. Et notamment pendant la crise, moi, je l'ai vécu, pas mal de pression sur si vous sortez en mer, c'est que vous êtes pas avec nous. Donc, ce qu'ils ont, je sais pas si vous avez tous vu, mais ils ont envahi le domicile de la présidente de Sea Shepherd. Enfin, c'est clairement pas des méthodes, quoi. C'est juste intolérable. Sea Shepherd, qui est une association environnementale, elle aussi, oui. Voilà. Et donc, il y a vraiment... C'est très compliqué de faire émerger un collectif qui suivrait ces trucs-là. Voilà. Moi, je m'y attelle depuis un moment. Mais voilà, ça coûte cher, financièrement et moralement. Mais on va y arriver, quoi. On va pas lâcher. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à sauver la pêche, quoi. Courage à toi, Charles. Effectivement, on comprend bien que la situation est un chouïa plus subtile et que voilà, ceux qu'on entend le plus, c'est pas forcément les plus représentatifs, en tout cas pas de tous les types de pêche et tout. Claire, vous, l'association Bloom, vous avez décidé d'aller en justice. Vous portez plainte contre la Cour de justice de la République, contre Hervé Berville, qu'on a vu tout à l'heure, le secrétaire d'État à la pêche. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de la justice ? Rien, de toute façon, ça a déjà été classé, puisqu'il y a une commission d'enquête qui doit déjà... en gros, c'est arbitré. La Cour de justice de la République est donc remise en cause en permanence, parce que justement, c'est la Cour... Il y a d'abord une justice d'exception pour les politiques. On aimerait savoir pourquoi. Ça n'a pas lieu d'être, mais bon, vous savez que la justice en France, c'est quand même un concept sur une vraie démocratie et une justice totalement indépendante du politique. Ce n'est pas le cas de la France. Après, Emmanuel Macron voulait la supprimer, il n'a pas pu le faire en 2018, mais ça reste dans la tête de tout le monde. Mais ça reste quand même 12 parlementaires qui jugent avec 3 magistrats de la Cour de casse. Donc, évidemment, on n'a pas passé la commission des requêtes, mais ça aurait pu être le cas. Miracle, on aurait peut-être pu passer les fourches codines parce que le dossier était sérieux, étant donné qu'évidemment, c'est de la mentir de façon répétée, aussi déterminée, avec les conséquences que ça a eu. Parce que je vous rappelle que l'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire l'administration, en fait, l'organe qui ne fait pas partie de l'administration, mais qui a quand même un organe public qui est chargé de la mise en œuvre et de la création d'aires marines protégées, a brûlé à Brest. Donc, c'est dramatique. Il y aurait pu avoir, en effet, d'abord des victimes humaines. En plus, c'est quand même un signal horrible pour les gens qui travaillent dans la protection de l'environnement, qui essaient de faire avancer le schmilblick, d'avoir un secrétaire d'État qui vous dit « je ne ferai jamais ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de protéger. Vous les protégez, c'est ça votre mission, mais vous savez quoi ? Je vous scie la branche sur laquelle vous êtes assis et il n'y aura jamais de protection en France. » Je te sens très énervé, Claire. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, a déclaré aujourd'hui, on l'a appris au tout début de l'émission, qu'il allait, je cite, faire une pause dans la réglementation environnementale et écologique pour ne pas entamer les efforts de réindustrialisation et de plein emploi. Tu es contre le plein emploi, Claire ? Je suis énervée, mais je me suis énervée toute seule. Non, mais énerve-toi. Parce que je me suis dit, mais je lis ça, je me suis dit, tu es là, on me dire zen avant de faire l'émission. Tu vas voir, c'est sympa, Backseat et tout. On peut recruter sur les réseaux sociaux, trop bien, vous êtes actifs et tout. Mais en fait, d'abord, Charles a parlé de Lamia SM Lali, donc le président du comité des pêches national, le type qui est supposé représenter les pêcheurs, il a quand même dit en gros que le but de l'opération, c'est quand même de faire cramer sa maison. Et ça a été dénoncé par une eurodéputée, Caroline Rose. J'ai fait un post LinkedIn et sur les réseaux sociaux. En fait, il y a des menaces permanentes. Et la députée, Caroline Rose, la députée écolo, a quand même dit mais c'est un fonctionnement quasi mafieux dans ce secteur de la pêche. Bah oui, pseudo-mafieux, quasi mafieux, on est vraiment borderline. Et donc, ça, c'est la première chose. Et puis, quand on voit, en effet, que nous, tous les jours, on a des mauvaises nouvelles. Tous les jours, il y a des mauvaises nouvelles. Tous les jours, on voit la France, par exemple, en Afrique. Les États du Sud se sont mis d'accord pour interdire des espèces de radeaux flottants qui agrègent le poisson. C'est des radeaux de la mort, en fait. Et ça agrège tous les thons. Et il y a des radeaux comme ça partout dans l'océan Indien. C'est une pollution marine horrible. Ils sont en train d'attraper tous les poissons jusqu'au dernier. Alors, les pays du Sud se sont dit, il faut quand même qu'on se calme un peu sur ces espèces de béquilles technologiques qu'on utilise pour attraper le poisson. Et alors, ça a donné quoi ? Les pays du Sud ont voulu interdire ces radeaux. 72 jours par an, rien de plus. C'est tout, 72 jours par an. Il y en a des milliers, c'est l'horreur. Eh bien, la Commission européenne et la France ont porté plainte. En fait, ils ont fait une objection
à cette mesure environnementale. C'est-à-dire que Qu'est-ce que la Commission et la France ont à foutre dans l'océan ben, Indien en fait, tout le thon qui est pêché dans avec les l'océan territoires Indien, d'outre-mer il est pêché par des Français et des Espagnols. avec en Mayotte gros. et la Réunion, c'est ça? Ouais, non, mais par des flottes européennes qui sont basées. Certaines ont même repavillonné leurs bateaux aux Seychelles dans un paradis fiscal au passage. Donc en fait, non, mais c'est gravissime la pêche. Vous vous rendez pas compte, c'est du délire. Et nous, tous les jours, on voit en fait, on a d'un côté des politiques qui font des déclarations, qui se font passer pour des héros dans les COP. Alors la COP 15 et la COP 21 et la COP machin, ils n'arrêtent pas de faire des déclarations, ils font des conférences de presse et par derrière, ils dézinguent l'environnement, mais de façon ultra déterminée. Et en fait, quand je vois là dans le métro carrément qu'il dit on va faire une pause environnementale, mais on dit mais pause de quoi? Mais pause de quoi? Ils détruisaient l'environnement déjà tous les jours. Non mais c'est du délire. Donc en effet, nous, c'est justice maintenant. En fait, évidemment, on essaie d'agir sur la norme et de créer de la norme législative qui soit bonne, mais il y a urgence, quoi. La planète brûle. Vous avez vu ce matin, il y avait des types qui étaient poursuivis et arrêtés par la police en Andalousie parce qu'ils avaient volé de l'eau. On en est là. Et en fait, on a le type qui fait une pause environnementale. C'est ça notre président de la République. Mais quel délire. Non, vous n'êtes pas dans le même état, sérieux. C'est assez communicatif, Claire. Du coup, si on est dans le même état et qu'on a envie de rejoindre Bloom, on peut vous retrouver... Non, mais c'est un monde de malade mental, en fait. C'est un monde de malade mental, je suis d'accord avec toi. J'étais justement en train de dire que si on est tout colère comme toi, est-ce qu'on peut rejoindre Bloom? À fond. Les réseaux sociaux. Ailleurs que sur LinkedIn aussi. LinkedIn, Insta, Twitter, tout ce que vous voulez, mais il nous Bloom, reste ça. BLOOM. Mais je vous rappelle, alors parce qu'en plus les gens se rendent pas compte. Non, mais les gens se rendent pas compte que c'est grâce et c'est seulement grâce à la mobilisation citoyenne qu'on gagne nos combats. Oui. Mais c'est que ça. C'est parce que il y a du buzz qu'ils montent en température les politiques, ils se disent mince, ça va nous coûter en réputation. Il ne nous reste que ça, les médias et les réseaux sociaux. Donc please, abonnez-vous à tout ce que vous pouvez. Eh ben, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau, Claire, parce que si on peut servir à ça, tant mieux. Le lien est dans le chat, n'hésitez pas à y aller. Le lien sera en description de la vidéo sur YouTube aussi. Charles, l'association que tu représentes, dont on a parlé tout à l'heure, attends, excuse-moi, je la retrouve. Pleine Mer, c'est ça. Vous avez édité une carte pour nous aider, nous, les consommateurs, à trouver le poisson artisanal à côté de chez nous. Je pense qu'on peut la montrer, cette carte. Tu peux nous en parler un peu rapidement ? Clairement, c'est une partie de la solution. On a parlé tout à l'heure des carburants, mais si on arrive à faire une transition et à avoir plutôt une pêche vertueuse, il faut aussi qu'on arrive à recréer du lien entre ceux et celles qui pêchent et celles et ceux qui mangent du poisson. Donc on a essayé de créer, de mettre en lien l'information. Donc on a créé une carte interactive où on peut, près de chez soi ou là où on est en vacances, trouver des endroits où Ted, si c'est son cap, fait de la vente directe et on peut aller acheter ses araignées et ses homards au cul du bateau, comme on dit. Et ça permet pour les pros aussi d'avoir souvent un meilleur prix de vente. Donc c'est une des solutions économiques de raccourcir les circuits et accessoirement de créer du lien entre un joli métier et les mangeuses et les mangeurs de poissons, comme on dit chez Pleine Mer. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, Charles. Donc, le lien aussi est dans le chat. Je précise que vous êtes tellement nombreux que vous avez fait planter le site de Bloom. Félicitations. Non, en fait, est-ce que vous êtes sur le même... Non, mais voilà, bravo, on peut applaudir. Bah si. Ils ont fait planter le site. Ils sont trop nombreux, je suis désolé. Vous pouvez faire planter le site du coup de Pleine Mer. N'hésitez pas à y aller. Et on va aussi pouvoir faire planter le compte TikTok de Ted. Ted, tu vas pêcher ce soir, cette nuit. Quand est-ce que tu pars? Dis-nous un peu ton programme là. Non, voilà, je suis parti à 3h ce matin, j'ai fini. Là, t'as fini, tu vas te coucher, t'as bien raison. On te retrouve sur TikTok, Ted, le pêcheur du 50, c'est ça? Pêcheur du 50, tout court. Pêcheur du 50, tout court. Merci à toi, Teddy, merci Charles, merci Claire. C'était la fin du Before de Backseat. On se retrouve après un générique pour la reprise de votre émission. À tout de suite.